Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. On était ici avec une chanson brésilienne. Le compositeur et le chanteur s'appellent Djavan. Est-ce que vous a plu d'écouter cette chanson brésilienne? Déjà, je voudrais répondre à une question que pas mal de personnes me demandent. Oui, oui, je parle portugais. Je vais parler qu'un petit peu pour que les gens voient que je suis vraiment brésilienne. Gente, é um prazer estar aqui com vocês brasileiros. Sim, eu falo português. Bon, c'est bon. À part ça, on est là aujourd'hui pour parler évidemment de cette stratégie merveilleuse qui est la nutrition fonctionnelle. Déjà, je vais vous donner un peu de travail. Je voudrais savoir si vous étiez hier ici. Si vous étiez, vous me dites oui. Sinon, vous me dites non. C'est très important pour que je sache les contenus que je vais vous parler. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde ou pas? Nous sommes aujourd'hui dans notre échauffement numéro 4. Demain, ça sera le dernier échauffement avant le grand événement de 3 jours. Lundi, mardi et mercredi. Ça veut dire le 24, 25 et 26 juin à 19h29. Ça me tarde d'y arriver. J'espère que vous êtes aussi très motivés pour écouter plus profondément cette merveille qui est la nutrition fonctionnelle. J'avais mis comme sujet comment analyser et proposer l'alimentation de votre client et patient. Mais en vérité, le sujet devrait être plutôt comment analyser et proposer le modèle alimentaire de votre client et de votre patient. Pas l'alimentation, le modèle alimentaire. Et je n'ai pas utilisé cette expression parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas cette vision et ils utilisent quelle est votre alimentation qui n'a rien à voir avec quel est votre modèle alimentaire. Pourquoi? Parce que le modèle alimentaire, malgré il soit quelque chose qui peut fluctuer, mais il va fluctuer beaucoup moins en modèle que l'alimentation d'une personne qu'aujourd'hui elle mange A, demain elle mange B. Donc vous voyez déjà le détail de ces deux expressions, alimentation et modèle alimentaire, qui vont faire effectivement toute la différence. Donc aujourd'hui, nous allons plonger dans le cœur de nos pratiques de santé, là où la science rencontre l'individu, parce qu'il n'y a pas un individu dans le monde qui ne mange pas. Donc nous avons cette rencontre de la science et de l'individu, là où la théorie va devenir transformation, parce qu'on va, à partir de la pratique, de voir qu'est-ce que l'être humain consomme, faire énormément de transformations. Donc, ça ne veut pas dire que alimentation égale à nutrition fonctionnelle et que nutrition égale à nutrition fonctionnelle. Je vous ai dit plusieurs jours, je regarde... Beaucoup de oui, quelques non. Quelques noms. Donc, si vous n'étiez pas là, je vous invite à participer de notre groupe VIP sur WhatsApp parce que là, qu'en cliquant quand vous êtes dans le groupe VIP, vous aurez accès aux échauffements précédents. D'accord? Donc ici, je vous ai mis, préparez-vous à enrichir votre arsenal thérapeutique et à intensifier l'impact de votre pratique. Pourquoi je vous dis ça? Pour faire beau? Non, c'est pas pour faire beau. Parce que la majorité des professionnels de santé, quand ils parlent d'alimentation, ils demandent qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui ou cette semaine et comment ils vont analyser cela. Ils vont regarder soit compter les calories, soit compter les calories et voir la quantité de glucides, lipides et de protéines que la personne a consommées. Et donc, c'est une vision très stricte de ce qu'on appelle modèle alimentaire. Donc, je vais vous montrer une autre facette. Et vous savez
que quand vous faites l'inscription pour la semaine de l'immersion scientifique en nutrition fonctionnelle, je vous pose quelques questions. Parmi ces questions, il y a qu'est-ce que vous voudriez savoir. Et il y a une sophrologue qui m'a demandé, Elisa, l'alimentation fonctionnelle peut-elle guérir? Alors, je pense que ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que l'alimentation fonctionnelle, qu'est-ce que ça veut dire l'alimentation fonctionnelle? Ça veut dire quelques molécules bioactives qui sont dans la matrice d'un aliment. Une banane, par exemple, est constituée d'une matrice alimentaire. Cette matrice, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a macronutriments, micronutriments, tout en synergie. Il y a quelques aliments qui vont avoir des molécules qu'on appelle molécules bioactives, que je vais vous parler tout à l'heure, qui ont une fonction bénéfique pour le corps. Et donc, on parle de alimentation fonctionnelle. Donc, peut-elle guérir? L'alimentation fonctionnelle ne peut pas être définie comme curative, qui dit au sens strict et absolu du terme. Pourquoi, Elisa? Parce qu'elle ne va jamais remplacer un traitement médical nécessaire pour certaines conditions, et là je répète, graves et aiguës. Dans notre premier jour, on a parlé beaucoup de l'aigu et du chronique. Et nous sommes vraiment dans le chronique. L'alimentation fonctionnelle, elle peut jouer un rôle clé dans la promotion de la santé, dans la prévention des maladies, dans l'amélioration des symptômes de nombreuses conditions chroniques. OK? Donc, on ne peut pas, on peut pas dire, en répondant à cette sophrologue, qu'elle est une alimentation qui peut guérir. Ça serait pas adapté à la définition d'aliment fonctionnel. Et où va entrer la nutrition fonctionnelle? La nutrition fonctionnelle, elle va offrir une stratégie, une façon de réfléchir personnalisée pour traiter et prévenir de maladies chroniques. Donc, l'aliment fonctionnel fait partie de la nutrition. C'est une façon qu'on va utiliser dans la nutrition fonctionnelle. Ce n'est pas la seule. Et on va se concentrer sur les causes sous-jacentes de signes et symptômes. On va mettre tous ces signes et symptômes dans une matrice de la nutrition fonctionnelle pour comprendre ce qui se passe avec ce client ou avec ce patient, pour améliorer significativement, optimiser sa santé. Ah, mais la personne, elle est vraiment aux chaussettes. Elle est diabétique, elle prend des médicaments, elle a d'autres comorbidités, elle a déjà eu un cancer. OK, on va optimiser au maximum cette condition-là. Ça veut dire on va améliorer au maximum ce qu'on peut en train d'utiliser les éléments de cette matrice de la nutrition fonctionnelle. Des éléments qui vont nous aider à faire un diagnostic nutritionnel, comprendre pourquoi elle est dans cette condition et intervenir pour stopper, améliorer, prévenir. Donc, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Le problème, vous pouvez me demander, mais alors, pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Quel est le problème? Le problème, c'est que pour faire ça, ça va demander une connaissance en biochimie parce que cette personne-là que je suis en train de vous dire, qui a des phénomènes de diabète, cancer et compagnie, ça ne vient pas du ciel. Ça vient une partie, pas la plus importante de sa génétique, mais une grosse partie de son mode de vie. Donc, on pourrait dire qu'elle est en train de payer son mode de vie. Ah, mais pourquoi il y a quelques-uns qui payent plus que d'autres? Là va rentrer la question de la génétique. Donc, si vous avez une famille diabétique, père diabétique, mère diabétique, ça veut dire que vous devriez rentrer dans la ligne du mode de vie
adapté à vous plus fréquemment ou totalement qu'une personne qui n'a pas ce type de problème. Mais de toute façon, nous avons tous une ligne quelconque qui a une partie, un terrain de faiblesse quelque part. Donc, il va falloir s'occuper de cette faiblesse. Et où va venir la médecine fonctionnelle? La médecine fonctionnelle, si besoin, elle va faire la partie médicamenteuse pour les cas qu'il n'y a pas solution que par le mode de vie de la personne. Peut-être parce que c'est trop tard, parce qu'elle a déjà beaucoup de comorbidités, peut-être parce qu'elle a des éléments qui sont génétiques et qui vont intervenir. Par exemple, elle a un SNPs, elle a une absence d'une enzyme, que la personne sera dépendante d'un médicament, par exemple. OK? On ne va pas nier toute cette situation-là. Donc, pour chaque client, pour chaque patient, il y a une évaluation qui doit être faite. Mais Elisa, je suis ostéopathe. Pourquoi vous me parlez de ça? Parce que les conditions musculo-squelettiques font partie de cette composé qui est l'être humain. Et vous ne pouvez pas isoler la question musculo-squelettique en se disant que je vais que faire de manipulation manuelle pour améliorer la digestion d'une personne. Si elle a, par exemple, des problèmes de mastication. Je vous donne qu'un exemple. La même chose pour les chiropracteurs, la même chose pour les dentistes, la même chose. Donc, la nutrition fonctionnelle, elle vient faire un point commun entre toutes ces professions-là. Et maintenant, je vais vous poser une autre question. Je voudrais savoir qui est infirmier ou infirmière qui sont présents ici aujourd'hui. Vous me dites, oui, je suis. Comme ça, je sais que c'est la question sur infirmière. Ça m'intéresse et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, on continue. Elisa, je commence par où? Si je vais analyser le modèle alimentaire de mon client ou de mon patient, je vais commencer par où? Je commence à analyser comment. C'est pas du tout en train de lui demander qu'est-ce que vous prenez le matin, le midi, le soir. Je vous ai dit ça précédemment et j'avais dit qu'on allait approfondir ce sujet. Ben voilà, on approfondit. Donc, on avait parlé hier de la première consultation en nutrition fonctionnelle. Si on parle de propositions alimentaires, pour vous contextualiser, on a déjà, si je vais vous contextualiser la question de la première consultation et l'analyse du modèle alimentaire de quelqu'un. Est-ce qu'on a deux infirmiers? Hein? 4 pour l'instant, oui. Ah, on a quelques infirmiers. Donc, je voudrais vous poser une question. Quel est votre propos ici? Parce que si je comprends bien, un infirmier, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas, qu'on ne doit pas s'intéresser par la nutrition fonctionnelle. Ce n'est pas ça. Je vais y revenir. Je voudrais que comprendre, vous en tant qu'infirmier ou infirmière, si vous travaillez dans un service, qu'est-ce que vous comptez faire avec la nutrition fonctionnelle? Pour ceux qui connaissent déjà. Si vous êtes une infirmière libérale, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que, après, je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. Parce que j'ai beaucoup d'infirmiers dans ma formation, RT2. Mais les raisons, je vais vous parler tout à l'heure. Donc, dites-moi quel est votre propos en tant qu'infirmière ou infirmier de s'intéresser par la nutrition fonctionnelle si vous êtes un libéral ou si vous êtes dans un service, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je m'intéresse à vous. Donc, si on parle de propositions alimentaires pour contextualiser la première consultation, ça veut dire quoi? Qu'on a déjà eu les questionnaires en nutrition fonctionnelle, qui est les QUINF. J'ai déjà expliqué pourquoi je ne vous montre pas ce questionnaire. Vous avez déjà envoyé ce questionnaire, vous avez déjà vu ce questionnaire, vous êtes dans la première consultation, vous êtes en train de construire la ligne du temps de ce client
Et vous allez diviser maintenant votre consultation en 3 sphères pour le modèle alimentaire. Donc, est-ce qu'on analyse le modèle alimentaire dans la première consultation? Réponse claire et nette. Non, pas du tout. Impossible. OK? Vous avez besoin d'une enquête alimentaire. Je vous ai expliqué qu'on fait par colonne. On va diviser dans des éléments que je vais vous montrer tout à l'heure. Attendez. OK? Donc, on commence déjà pour faire une analyse de ce modèle, que cette analyse vous allez rendre à votre client ou à votre patient après. OK? Donc, vous avez cette analyse de ce modèle que vous allez rendre lors d'une consultation. Ce n'est pas la première consultation, c'est la deuxième consultation. Mais Elisa, je suis obligée de rendre un modèle alimentaire de la personne. Vous êtes obligé à rien du tout. La seule chose, c'est que je donne une façon que je travaille que vous pouvez adapter à votre situation. Parce que je parle à dentiste, kinésithérapeute, diététicienne, naturopathe. Vous pouvez, et je vais vous aider à adapter tout ça. Mais on va dire que vous allez remettre cette analyse dans une consultation, pas la première. Et deuxième temps, après, il y aura un accompagnement qui est constitué de plusieurs consultations. Donc, vous avez compris que vous avez plusieurs consultations. Dans un premier temps, cette analyse du modèle alimentaire ne sera pas faite dans la première consultation. Et une autre question très importante, c'est ils ont répondu. Oui, il y en a certaines qui sont libérales, d'autres qui veulent faire la reconversion. Infirmière en cardio, je fais des entretiens motivationnels. D'accord, mais vous ne m'avez pas répondu à ma question, infirmier et infirmière. Ma question est très claire. Pourquoi vous êtes intéressé par la nutrition fonctionnelle? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous donner la parole. Okay? À chaque fois, j'aime bien donner la parole à un groupe différent de professionnels de santé. Et les infirmiers et infirmières sont très oubliés normalement. C'est pour ça que je voudrais vous poser cette question. Il y a aussi un autre groupe, parce que les naturopathes, les diététiciens, le médecin, on comprend pourquoi ils sont là facilement. Mais il y a un autre groupe, par exemple, le pharmacien, le groupe que je viens de vous parler, les infirmiers et infirmières, que je voudrais les écouter. Pourquoi vous êtes intéressé par la nutrition fonctionnelle en tant que professionnel? C'est pas de me dire, vous pouvez me dire, mais non, c'est personnel. Bon, si c'est personnel, on n'est pas du tout dans les cadres de ce que je suis là, qui est pour les professionnels de santé. Mais dites-moi, je vous attends. Donc, la question que je vais vous poser est-ce que pour vous, modèle alimentaire et régime alimentaire est la même chose? Modèle alimentaire et régime alimentaire. Oui ou non? Bon, j'imagine qu'après tout ce que je vous ai dit, maintenant, vous ne considérez pas la même chose. Mais normalement, si je ne donne aucune explication, si je ne parle de rien du tout, les gens, ils disent, on peut dire régime alimentaire, modèle alimentaire. En fait, je vais vous montrer la différence entre le modèle alimentaire et le régime alimentaire. En sachant que le mot alimentation, ça ne veut pas dire grand-chose. Quelle est votre alimentation? Votre alimentation en tant que pendant un mois, un jour, 2 jours, c'est pour ça on est plus précis. On utilise les mots modèle alimentaire et régime alimentaire. Donc, dans la vision de la nutrition fonctionnelle,
Qu'est-ce que c'est un régime alimentaire? C'est un plan ou un programme alimentaire suivi temporairement. Ça, c'est un régime alimentaire. Donc, ça veut dire qu'une personne ne peut pas vivre le reste de sa vie sous un régime alimentaire monotone et spécifique, par exemple, un régime cétogénique. À un moment donné, elle va vomir. Elle ne peut pas, on ne peut pas vivre sur un régime alimentaire. Et là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va proposer. Vous allez voir comment c'est intéressant, tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est ce régime alimentaire? Des directives spécifiques sur quoi manger, en quelle quantité et à quel moment. Là, je suis en train de déterminer tout, absolument tout. Je vais déterminer la quantité, je vais déterminer quel moment la personne va manger et qu'est-ce qu'elle va manger. Ça, c'est un régime alimentaire. Tu as des réponses, Eric? Non. Donc, comme il n'y a pas de réponse, je suppose que les infirmiers n'ont pas de réponse à me donner. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la majorité, sinon la totalité, de mes élèves infirmiers sont en reconversion. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas contents avec leur mode de vie, avec les heures de travail dans les services des urgences, dans les services enfants. Ils pensent aussi qu'ils ne gagnent pas suffisamment, qu'ils sont discriminés, qu'ils sont sous les ordres de médecins. Et je voudrais savoir si c'est votre cas ou pas. Parce que comment vous comptez mettre en place, par exemple, une nutrition fonctionnelle avec analyse du modèle alimentaire, avec analyse de la matrice de la nutrition fonctionnelle dans un service? Je vous pose cette question. Donc, si vous êtes en reconversion, je peux totalement comprendre. Mais si vous ne l'êtes pas, comment vous comptez faire ça? Souvent élaboré pour atteindre le régime. Un objectif spécifique comme la perte de poids, la gestion d'une maladie, si la personne est diabétique, si elle a un cancer, si elle a, je ne sais pas, enfin, je ne vais pas citer toutes les étiquettes du monde, mais c'est ça un régime alimentaire. Structuré et détaillé, parfois avec des mesures très strictes, habituellement suivies pour une période déterminée. Là, je vous dis le regard de la nutrition fonctionnelle. Je ne pas dit que c'est ce qui se passe normalement. Il y a des gens qui sont en régime alimentaire monotone, la même chose le reste de leur vie. Ok? Mais ce n'est pas ça notre objectif. Je vais vous montrer notre objectif. Conçu avec un but précis de santé ou de bien-être en tête. Le modèle alimentaire. Ce modèle alimentaire représente les habitudes alimentaires de longue durée. Inclut les types d'aliments, les préférences. Vous voyez que c'est complètement différent d'un régime alimentaire. Les préférences, les motifs de consommation, parce que j'aime, parce que ça me rappelle de mon enfance, parce que, il y a plein de parce que, pourquoi on mange des choses, n'est-ce pas? Est influencé par la culture brésilienne, africaine, chinoise, européenne, française, l'économie. J'ai l'argent pour acheter ça, je n'ai pas l'argent. La société, on ne mange pas des insectes comme d'autres cultures. Les traditions personnelles, je crois que c'est bien de manger A ou B. On ne mange pas du lait avec la mangue. Enfin, flexible et souvent non structuré, varie selon les individus, même dans une population qui a la même culture, la même économie, la même société, les mêmes traditions. Donc, c'est hyper complexe. Peut évoluer naturellement au fil du temps. Avant, je ne mangeais pas, aujourd'hui, je mange. Avant, je mangeais, aujourd'hui, je ne mange plus. Pas nécessairement conçu pour atteindre des objectifs de santé. Comment on va mettre tout ça en place? Donc, nous avons travaillé avec des cycles. Et il y a essentiellement
que vous allez connaître ça dans la formation, 3 cycles. Le cycle 1, vous analysez le modèle alimentaire de la personne. Vous allez prendre en compte tout ça. Dans un deuxième temps, vous allez faire une intervention de durée déterminée. Je ne vais pas dire que c'est d'une courte durée, d'une durée déterminée dans un régime alimentaire, d'une proposition de régime alimentaire si besoin. Et le plus important, c'est le cycle 3, qui c'est la personnalisation du modèle alimentaire selon les interventions que vous avez faites et en respectant la condition de santé de votre client, de votre patient. Donc, chaque patient, chaque client devrait avoir le cycle 1 clairement, le cycle 2 clairement et le cycle 3 clairement. Comme ça, la personne sait qu'elle est en train de bouger. Et ça, c'est déjà un point de motivation. Donc, si on regarde le modèle alimentaire, on commence ici l'analyse du modèle alimentaire. Donc, on va faire un zoom sur cette sphère du modèle alimentaire. Lorsqu'on va analyser le modèle alimentaire de la personne qui arrive chez nous, même le dernier point du modèle alimentaire, c'était même s'il n'y a pas aucun sens par rapport à la santé de cette personne. Est-ce qu'ils disent quelque chose, Eric? Parce que dans mon... Il y a des infirmiers qui ont beaucoup confirmé qu'ils sont en reconversion, qui ne peuvent pas, quand ils sont dans un cadre d'hôpital, ils ne peuvent pas intervenir. Ah, voilà, on est tous d'accord. Donc, je suppose que les infirmiers et infirmières qui sont ici sont en cadre de reconversion. Et là, je voudrais rajouter quelque chose. Vous êtes un professionnel de santé déjà très respecté par la population. La population respecte les infirmiers. Malgré, vous ne pensez pas, parce que quand vous êtes dans le cadre de l'hôpital, mais quand vous dites que vous êtes infirmier et que vous travaillez avec nutrition fonctionnelle, c'est très bien, c'est très bien. Donc, vous allez mettre en avant le fait que vous êtes infirmier, premier point, et deuxième point, qu'aujourd'hui, vous travaillez avec nutrition fonctionnelle. Vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas un thérapeute fonctionnel simplement, non. Vous êtes un thérapeute fonctionnel, en nutrition fonctionnelle, qui a comme bagage déjà l'autorité d'être infirmier. Et ça, c'est quelque chose de très important. La question est, parfois, vous ne savez pas valoriser ce côté-là. Et je vais aller encore plus loin. J'ai aussi 2 infirmiers qui m'ont dit, Elisa, je voudrais, peut-être il faut que je fasse un diplôme universitaire en nutrition, un DU en nutrition. Et là, je vous dis, j'ai fait beaucoup de DU, des diplômes universitaires. Mais le point important, c'est qu'un DU reste dans la connaissance. Il n'y a pas la question de la liaison ni de l'applicabilité. Et quand vous allez rentrer dans le marché pour chercher vos clients infirmiers, ils ne vont pas vous demander un DU. Ils vont vous demander qu'est-ce que vous pouvez résoudre en termes d'altération chronique de la population. Donc, il y a de personnes qui ont fait tout un DU et elles sont où elles étaient. Évidemment, elles ont appris par rapport à macronutriments, micronutriments, etc. Mais le plus intéressant, c'est d'apprendre tout cela avec déjà une applicabilité, en train de immédiatement pouvoir rentrer dans le terrain. Pourquoi vous pouvez rentrer dans le terrain? Parce que vous êtes infirmier. Vous comprenez? Donc, je voudrais laisser ce message aux infirmiers qui, parfois, personne ne le dit. OK. Alors, qu'est-ce qu'on doit regarder quand on analyse un modèle alimentaire? Évidemment, la partie macro et la partie calories. Ah non, mais moi, je pense que les calories ne sont pas importantes.
vous avez tort. Pourquoi? Parce que si vous avez une question de, par exemple, de excès de calories, la personne va gagner du poids. N'importe si c'est un enfant, si c'est une personne ménopausée, n'importe. Excès de calories par rapport au métabolisme basal de la personne, elle gagne. Ah, mais pourquoi il y a des gens qui mangent beaucoup et ne prennent pas du poids? Parce qu'ils ont un métabolisme basal très significatif. Ça, c'est la condition sine qua non. Pour perdre du poids, il faut un déficit calorique. Sans déficit calorique, on ne parle de rien. On ne parle pas d'hormones, on ne parle pas de vitamines, on ne parle pas de nutriments, on ne parle pas d'absorption, on ne parle de rien. Il faut absolument un déficit calorique. Est-ce qu'on commence par le déficit calorique avec quelqu'un qui est en obésité? Ça, c'est une autre question qu'on va discuter dans notre troisième jour, quand je vais parler de au-delà du déficit calorique. Pourquoi le sujet est au-delà du déficit calorique? Parce que le déficit calorique, c'est une évidence. Et ça, c'est pas discutable. Des gens qui disent, non, j'ai perdu tout poids en mangeant plus, ok? Parce que vous avez fait des substitutions et il y a eu quand même, je vais vous montrer ça aujourd'hui, qu'en mangeant plus, vous avez eu quand même un déficit calorique. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc, la première chose, c'est l'analyse de macronutriments, analyse de pourcentage de glucides, de protéines, de lipides, de calories. Vous pouvez faire cette analyse d'une façon grossière. Vous pouvez. Vous êtes un ostéopathe. Vous êtes un kinésithérapeute. Vous pouvez faire ça d'une manière grossière. Vous n'avez pas besoin de faire 50 grammes de ça, 15 grammes de ça. Vous pouvez. Aujourd'hui, on a des logiciels qui font ça en 5 minutes. OK? 5 minutes. Donc, vous pouvez. Et vous pouvez aussi faire par poignée. Un poignet de ça, un poignet de l'autre, un poignet. Tout est possible. Donc, de glucides, protéines et lipides. OK. Il faut aussi analyser, dans ces modèles alimentaires, savoir analyser la micronutrition. OK? Vitamine A, D, E, K, complexe de vitamine B dans l'alimentation. Je ne parle pas du tout de compléments alimentaires. La B6, la B12, la B9, la B6, est-ce que tout ça est présent dans l'alimentation de la personne? Quelle est la condition, le tableau clinique? On a déjà fait le QUINF, on a déjà fait la timeline. Donc, quels sont les éléments importants de besoin de cette personne pour régler sa problématique? B12, je ne sais pas, peut-être. Est-ce que la personne a besoin de vitamine C? Donc, je vais regarder, est-ce qu'il y a ça dans son alimentation, oui ou non? Du cuivre, du fer, elle se sent fatiguée, est-ce qu'il y a du fer? Attention, il ne faut pas toujours associer fer, anémie, fer, anémie, anémie. Non, il y a d'anémie macrocytaire et il y a des fatigues qui ne dépendent pas du tout du fer, un problème hormonal thyroïdien, une thyroïdie frustre. Tout ça, vous êtes capable de comprendre, mon cher, je peux vous appeler élève, mon cher élève. C'est qu'une question de venir et d'avoir la possibilité d'expérimenter. C'est que ça. OK? Donc, cuivre, magnésium, manganèse, est-ce que tout ça, c'est présent dans l'alimentation? Et si elle est présente, est-ce que c'est présent dans une quantité suffisante? Oui, mais est-ce que, malgré il mange beaucoup de tout ça, est-ce qu'il y a une bonne absorption? Ça, c'est une question fondamentale. Fondamentale. Et là, on va toucher le nœud assimilation directement. OK? Et après, nous avons l'analyse de ce qu'on appelle les composés bioactifs. Que un nutritionniste brésilien a fait son doctorat sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il y avait une énorme difficulté d'analyser et d'apprendre tout ce composé bioactif. Imaginez tous les
Ah, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit Oui. oui, c'est moi? Oui. Je vais changer, t'inquiète. Donc, j'étais en train de parler de composés bioactifs. Il y a ce composé, lui, il a divisé ce nutritionniste, parce qu'au Brésil on dit nutritionniste fonctionnel d'ailleurs, pour être bien précis, il s'appelle Ney Felipe. Il a divisé ce composé bioactif en 3 groupes. Ce composé bioactif sont dans l'aliment fonctionnel, ok? Donc, vous allez trouver tout ce composé dans certains aliments. Parfois, on peut trouver le 3 composés dans un aliment et c'est ça qu'on va appeler matrice alimentaire. Parfois, on peut trouver que un de ce composé bioactif. Ok? Donc, ce composé bioactif sont divisés en 3 groupes. Ok? Je voudrais revenir à la question du composé, à la question du composé bioactif. Les composés bioactifs n'est rien d'autre que une substance d'origine naturelle ayant des effets bénéfiques potentiels sur la santé de quelqu'un. Donc, on peut avoir de composés qui sont considérés généralement bioactifs, mais qui pour cette personne-là, non. D'accord? Mais ce composé, alors, ils peuvent provenir de sources animales, des sources végétales ou même des micro-organismes. Et ils ne sont pas, ça c'est très important, essentiels pour le fonctionnement normal du corps. Mais ils peuvent jouer un rôle extrêmement important, significatif, en prévention ou en complément à des traitements de diverses conditions de santé. Donc, nous avons ces 3 groupes. Lipides bioactifs. Ce groupe-là va représenter le lipide. Oméga 3, oméga 6, oméga 9. Les phytochimiques qui vont être représentés par un groupe énorme de bioactifs qui est le groupe phytochimique. Polyphénol fait partie de ce groupe-là. Là, on a des heures et des heures d'études. Parce que la question, ce n'est pas de mémoriser qu'est-ce qui fait le fruit rouge. C'est comment les fruits rouges vont agir sous le point de vue biochimique dans le corps. Ils vont activer un facteur qui s'appelle NERF2. C'est quoi le NERF2? C'est un facteur qui va activer notre réponse anti-oxydative. Vous voyez? Mais comment ça se fait? Eh ben voilà, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Ok? Ah, et pardon, et les prébiotiques qu'on va trouver dans l'alimentation. Ici, il y a un mélange, on met probiotiques parce que il y a un mélange de terminologie. Les probiotiques sont les bactéries qui normalement, il y a la convention de dire que ce sont bactéries qui sont un complément alimentaire. Mais on peut trouver des bactéries dans l'aliment aussi. Et prébiotiques c'est tout ce qui va donner la nourriture à cette flore bactérienne, à notre flore bactérienne. Okay? Et là, ça vont rentrer les fibres solubles, insolubles, la question du côlon, la question de l'intestin grêle, tout va rentrer là-dedans. Alors, pour faire donc l'analyse du modèle alimentaire va passer par tout cela. Ah, Elisa, mais vous n'avez pas montré comment vous analysez vraiment, parce que ça va prendre, je ne sais pas, mais si je me rappelle bien, on a dans ce module à peu près 15 heures de vidéos avec des exemples, des exercices, des modèles alimentaires à analyser. Donc, ce n'est pas évident. Et, comme je vous ai dit, il y a la connaissance, mais il y a la pratique. Il faut que vous pratiquiez.
OK? Donc, ce n'est pas en train de vous balancer des informations comme ça que vous allez devenir de professionnels qu'on appelle diamant. C'est pas comme ça. Il n'y a rien qui bouge ici dans mon chat. Hein? Pas beaucoup de commentaires, je vais regarder. Le dernier, c'était de juin. Donc, analyser et prescrire d'une façon assertive et efficace. Donc, un modèle alimentaire, il doit avoir un modèle alimentaire que maintenant vous allez prescrire à quelqu'un. Il doit avoir 3 caractéristiques. La première, qualitatif, la qualité de ce que vous allez proposer. Ce modèle alimentaire doit être inclusif. Vous vous rappelez que je vous ai dit, il y a des aliments que j'aime, des aliments que j'aime pas, il y a des aliments de ma culture, il y a des aliments que je déteste, il y a des aliments que je crois qui sont pas bien pour moi. Inclusive, c'est pas ce que je vois, c'est normalement c'est une liste de noms. Ah, d'accord. Ok. Je voudrais faire des commentaires par rapport à ce que vous dites parce que c'est très intéressant. Et je vois des gens qui disent qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans les fruits actuellement. Mais un fruit est toujours un fruit. Parce que si on rentre dans ce qu'on appelle cette vision très stricte de « Ah non, tout est pollué, on peut rien manger », on peut rentrer dans un problème de chronicité par rapport à « on ne mange plus rien ». Et la personne ne sera pas en santé non plus. Donc moi, je suis beaucoup plus flexible par rapport à ces choses-là. Okay? Alors, alimentation bio, ok. Mais, ok, du chez ok, évidemment. Mais, est-ce que bio, c'est vraiment bio? Et il y a la question aussi du pouvoir d'achat de la population. Qu'est-ce que c'est mieux? Manger un fruit pollué ou pas manger du tout un fruit? C'est une question à réfléchir, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas être complètement fermé. Okay? Il faut avoir une ouverture, il faut avoir de la flexibilité, regarder le contexte de votre client et de votre patient et pas du tout le vôtre. Votre contexte, vous êtes informé, vous connaissez l'importance des aliments, vous savez beaucoup de choses. La population, non. La population cherche pâtes, pain et McDo. Pourquoi? Parce que dans sa tête, ça va très bien. Et quand elle tombe malade, là va rentrer des éléments culturels comme c'est Dieu qui a voulu ou je me fais piéger ou c'est pas, ça dépend de chacun. Mais ce que je voudrais vous réaffirmer, c'est que la question culturelle, religieuse, elle ne rentre pas dans notre histoire. Ce qui rentre, c'est une personne qui mange de produits transformés, point. Point. OK? Donc, inclusive cette diète, ce modèle alimentaire, pardon. Le modèle alimentaire doit être aussi progressif. Je vais vous montrer les exemples de chacun. Qu'est-ce que serait un modèle alimentaire qualitatif? J'ai commencé à parler de calories. Regardez ça. Côté gauche, 600 calories. Côté droit, 900 calories. Là, on avait parlé de déficit calorique. Je vous ai dit qu'une personne pourrait éventuellement manger plus et faire du déficit calorique. La preuve, si on regarde que les haricots, les 3 groupes, deuxième groupe, on parle de phytonutriments que je vous ai dit. On a le lipide bioactif, on a les phytonutriments pré- et probiotiques. Si on parle de phytonutriments par rapport aux haricots, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Polyphénol. Les haricots sont riches en polyphénol. Qu'est-ce que c'est un polyphénol? Un antioxydant
qui va, au travers du NERF2, qui va combattre le dommage causé par quoi? Par les radicaux libres dans le corps. Le problème, c'est que qu'est-ce que c'est un radical libre? Quels sont les types de radicaux libres? Comment les radicaux libres vont agir? Est-ce qu'on a des radicaux libres? Plus vous avez des problèmes immunitaires, plus vous aurez des stress oxydatifs. Pourquoi? Parce que le neutrophile, c'est le premier combattant de notre système immunitaire, est le premier à libérer des radicaux libres pour tuer l'envahisseur, pour tuer la bactérie, pour tuer. Si vous avez des problèmes d'infection tout le temps, vous aurez un stress oxydatif là-haut, parce que votre corps va libérer et produire beaucoup de radicaux libres. Quelle est la capacité antioxydative de votre corps pour faire face à cette guerre de radicaux libres? En parlant des haricots, il y a dans les haricots les polyphénols. Ah, mais là, vous pouvez me dire, Elisa, mais les haricots, il y a beaucoup de gens qui ballonnent. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir un ventre comme ça. Mais peut-être on peut traiter ces haricots d'une façon qu'il n'y aura pas tout ce gaz et tout ce ballonnement chez cette personne. Et parfois non, elle ne peut pas manger ça. Vous voyez? On a aussi, en termes de phytonutriments, des flavonoïdes. Les flavonoïdes, qu'est-ce qu'il y a dans le haricot comme flavonoïdes? La quercétine, vous avez des anthocyanes, surtout les haricots noirs et rouges, qui c'est l'habitude des Africains et des Brésiliens, qui ont des effets quoi? Anti-inflammatoires. Alors, le problème, c'est que vous mémorisez anthocyane, machin, je sais pas quoi, effet anti-inflammatoire et antioxydant. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est cette question anti-inflammatoire? Ça veut dire que ça va produire plus d'interleuquine 10. Ça veut dire que vous aurez des TH régulateurs. Et là, il y a des gens qui disent, je ne sais pas du tout de quoi il parle. D'autres vont dire, je sais de quoi elle parle, mais je ne sais pas reproduire ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'on est là, pour vous montrer que ce n'est pas anodin, qu'il faut connaître les choses, connaître et savoir appliquer dans le quotidien là. Il y a aussi des saponines dans l'haricot. Okay? C'est un composé aussi antioxydatif. À quoi sert? Réduction du cholestérol. Là, c'est un autre sujet. Elisa, pourquoi réduire le cholestérol? Attendez, ça dépend de qui, pour qui et quand. Ok? Je parle de quel cholestérol? Du mauvais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de mauvais cholestérol et de bon cholestérol. Le cholestérol, c'est le cholestérol. Point. La question, c'est une question biochimique où vous pouvez avoir le LDL qui va vers nos vaisseaux pour nous protéger. Pour nous protéger contre quoi? Contre l'inflammation. Et donc, le pauvre LDL va augmenter et en protégeant, il va devenir une condition spumeuse qui va empêcher le passage de la circulation sanguine et qui peut finalement faire l'AVC, le thrombose, etc. Mais le problème, ce n'est pas le cholestérol. Le problème, c'est l'inflammation. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on va regarder la cause du problème. La cause, ce n'est pas le cholestérol. La cause, c'est l'inflammation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On diminue la possibilité du cholestérol LDL s'exprimer, n'est-ce pas? On donne un médicament pour diminuer le cholestérol. Et l'inflammation continue. Et cette personne va mourir quand même d'un problème de vaisseau. Tous les articles nous montrent ça. Et pourquoi on insiste dans cette formule? Je ne sais pas vous dire. Et là, on va parler de l'industrie pharmaceutique qui a des intérêts. Et on va parler mal de médecins. Et on va parler de ça, de ça. Et on ne bouge pas parce que la situation, c'est ça. Quel est notre rôle? Notre rôle, c'est d'aller dans les réseaux sociaux et dire, écoutez, messieurs, madame, il n'y a pas de bon et de mauvais cholestérol. Montrez un schéma, expliquez à la personne. Dites, votre problème, c'est inflammatoire et votre inflammation, elle est chronique. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas.
Ce que vous voyez, c'est le cholestérol qui est haut. Je ne parle pas, mais il y a toujours quelqu'un qui va me dire, oui, mais il y a quand même le cholestérol familial. Ok, mais ça, c'est la minorité. C'est la minorité. On est d'accord? Donc, quel autre effet que ce haricot, et je donne l'exemple que de l'haricot là. L'haricot sont particulièrement riches en fibres alimentaires, fibres solubles, fibres insolubles, qui ont des effets prébiotiques. Ça sera utilisé pour les bactéries qui sont bénéfiques à notre intestin. Si vous, parfois, mangez trop d'haricots, vous aurez une réponse plus large de bactéries. Et là, vous pouvez avoir des bactéries de fermentation, et de bactéries de putréfaction, parce qu'il y a beaucoup de protéines dans ces haricots-là, qui vont donner au niveau du côlon distal une réponse de bactéries de putréfaction qui va... Ouh là 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 là, les gars seront très odorants. Ok? Bactéries de putréfaction qui sont en train de s'exprimer parce que vous, pour votre corps, vous mangez trop d'haricots. Mais ça, je vois ça dans le quotidien, ça. Ok? Les fibres solubles, elles vont aider à réguler le sucre dans le sang. Elles peuvent réduire naturellement la présence inflammatoire. Vous comprenez ça? Les fibres insolubles vont favoriser un péristaltisme, une fonction intestinale, vont aider à de questions de constipation. Donc, il y a aussi les amidons résistants qui sont présents. Je parlais que de haricots. Je n'ai pas parlé de tomates, que vous voyez les lycopènes tout de suite. C'est les caroténoïdes les plus abondants dans les tomates sont les lycopènes. Vous savez qu'il y a une association entre lycopènes, huile d'olive pour les personnes qui ont des problèmes de prostate, pour la prévention des cancers de prostate. Il y a aussi dans les tomates des flavonoïdes. Donc, si vous regardez ces deux photos, c'est pour cela que je vous invite à l'immersion scientifique en nutrition fonctionnelle. J'espère vous avoir convaincu. Parce que mon objectif, c'est qu'après cette semaine de l'immersion scientifique, vous dites à vous-même, c'est pas possible que je vais rester en dehors de cette histoire-là. C'est pas possible que je ne vais pas faire partie d'une onde de professionnels de haute performance, de haute qualité, qui vont changer le destin de plusieurs groupes de population qui existent dans le monde. Eh oui, je vous invite à ça. Et pas à faire une formation de A, une formation sur les hormones, une formation sur la thyroïde, une autre formation. Vous faites des formations comme ça, vous ne mettez jamais l'ensemble de choses. Je vais vous montrer tout ça en montrant l'ensemble de choses. Ça qui est complexe. Modèle alimentaire qualitatif. Pour perdre du poids, ok? Ils disent, il faut fermer la bouche. Oui, dans un sens. Dans un sens qu'il faut fermer pour réfléchir ce que je vais manger. Je vais manger le côté 600 là ou le côté 900 si je veux avoir déficit calorique. Et une autre chose qui peut-être va vous surprendre, ce riz blanc là, que tout le monde dit, le riz blanc, il y a des études aujourd'hui qui disent que si vous prenez du riz blanc ou du riz complet, en termes d'absorption, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vrai, le riz complet a plus de fibres, mais ce n'est pas non plus le top du top, parce que le riz, c'est quoi? C'est une céréale, c'est du sucre. Ah, mais vous êtes contre qu'on mange du sucre? Ça dépend de quel sucre et ça dépend pour qui et ça dépend de quelle phase la personne est. Cycle 1, cycle 2 ou cycle 3. On commence à s'entendre, je pense, maintenant. Donc, venez, invitez, partagez cette immersion scientifique en nutrition fonctionnelle. C'est pas possible.
que vous n'avez pas compris. Je sais que vous avez compris. J'insiste parce que c'est une opportunité. Les 24, les 25 et les 26 juin, séparer le temps après 19h29. Je regarde qu'est-ce que les gens disent. Je peux pas faire de commentaires parce que vous parlez entre vous. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que l'un a dit. Eric? Ah, Eric a dit que non. OK. Je voudrais vous dire alors que on aura comme premier jour, on aura 3 sujets différents. Un, c'est microbiote au travers de la dysbiose, la santé intestinale. Quel est le rôle de cette dysbiose? 2, on va parler de l'inflammation chronique. Et troisième, la conclusion de tout ça, qui est un exemple d'une personne en surpoids, qu'on va discuter les éléments de croyances de gens qui vont au-delà du déficit calorique. Et les modèles alimentaires inclusifs que je vous ai dit que c'est la troisième caractéristique, inclusif parce qu'il y a des gens qui préfèrent mourir que ne pas manger du pain. OK? Donc, je peux inclure du pain et du jus de citron, par exemple, pour modifier l'activité de l'amylase salivaire. Qu'est-ce que fait l'amylase salivaire? Elle va, amylase, enzyme, salivaire, est une enzyme dans la salive qui va couper mon amidon. Donc, si elle va couper, si l'amylase elle est très active, regardez ce que je dis. Ça veut dire qu'elle va couper rapidement, ça veut dire qu'elle sera absorbée rapidement, ça veut dire que peut-être pour cette personne-là, j'aurai une augmentation du pic d'insuline très haut pour certaines personnes. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement? Là, j'adore le pain. Attention, déficit calorique. Ça, c'est une chose. Je suis en train de parler que du pain parce que c'est quelque chose que les Français adorent et qu'il y a des personnes qui disent vous êtes interdit à vie de manger du pain. Alors, il faut se rappeler une chose. L'amylase salivaire ou ptyaline, cette enzyme, elle a besoin d'un environnement basique, qui est le cas de la salive, et que lorsque je mange un aliment acide, la digestion des glucides va se modifier. L'amylase, elle n'aime pas un environnement acide, elle n'aime pas. Et si je la laisse agir, ça va couper plus, ça va augmenter mon insulinémie. On est d'accord? Ma glycémie et par conséquent l'insulinémie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je veux ralentir, je veux casser l'action de cette amylase. Comme elle aime un environnement basique, je vais la mettre dans un environnement acide. Donc, je vais dire à cette personne de consommer le pain avec du citron ou sinon du vinaigre. Ah, Elisa, vous avez inventé ça? Pas du tout. Vinegar supplementation baisse le glucose et l'insuline, la réponse glucidique et insulinique et augmente la satiété après la consommation d'un repas qui a du pain. Alors, la quantité de pain, là, c'est une autre histoire. Mais vous voyez que dans mon modèle alimentaire, là, je suis dans quel cycle? Cycle 3. Je suis en train de m'adapter à la réalité de mon patient. OK? Donc, il va falloir faire des compromis. Pas que nous, le client aussi. Parce qu'il peut dire, non, je vais manger tout le pain de ma vie. OK. Restez avec votre prédiabète, avec vos diabètes, avec vos douleurs. Et vous ne plaignez plus. Fermez votre bouche. Parce que le problème, c'est que ce que je vois sont les gens qui disent « Je suis en surpoids, j'en peux plus, je me sens moche. » Parce que l'esthétique, pour les femmes spécialement, c'est très important, n'est-ce pas? Donc, on dit « Je me sens moche, j'ai un ventre, je suis ménopausée, j'ai plus de libido, je déteste tout, je n'aime plus moi-même, je ne me regarde pas dans le miroir. » OK. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour améliorer cette situation?
Ah, je prends un peu de plaisir. Là, ok, vous prenez de plaisir, donc fermez votre bouche, ne plaignez-vous de plus rien et vivez votre vie et tout va bien. C'est ça. Parce que j'ai aussi des élèves, et là je vais me rapporter chez vous, qui me disent, Elisa, je n'arrive pas à augmenter ma clientèle, je n'arrive pas à faire de mon travail mon métier, ou je suis fatiguée d'avoir un client après l'autre en train de faire des prescriptions, ou j'ai un peu marre de mon travail, je trouve très répétitif, ou je suis dans un environnement de travail très négatif, je voudrais avoir mon propre cabinet, mais je travaille, exemple, hein, des expériences que j'ai déjà entendues. Je travaille dans un supermarché comment ça s'appelle, qui vend de produits verts, de produits de compléments alimentaires, un magasin bio, naturopathe. Je travaille dans un magasin bio, mais je parle la voix de prendre des décisions, tout est trop rapide, les clients ne valorisent pas. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour changer ça? Écoutez Elisa de temps en temps dans tout ce qui est gratuit, en train de piocher un truc et l'autre. Non, il faut un projet. Et pour ce projet, un projet sérieux, il faut se lancer. Il faut rentrer dans la piscine, comme j'ai dit, pour nager. Je ne peux pas vous montrer comment nager si vous ne nagez pas. OK? Et surtout, quand vous allez devenir entrepreneur, parce que c'est quoi avoir un cabinet? Même si c'est un cabinet, parce qu'aujourd'hui on a cette possibilité de faire par Internet, de faire un cabinet virtuel. C'est quoi un cabinet virtuel? C'est rien d'autre qu'une personne qui est un entrepreneur. Un médecin qui est hors cadre de recevoir 15 € par consultation et qu'il passe sa journée assis en train de livrer de médicaments et qu'il ne veut plus de ça, il va devenir un entrepreneur. Donc, qu'est-ce qui fait un entrepreneur? Il prend de risques. Il faut prendre de risques calculés, bien calculés, mais bien avec une démarche consistante, avec connaissance, connexion, applicabilité et possibilité de réussite. Et pas faire n'importe quoi. Ou sinon, rester des années comme ça. Et après, la personne se dit, j'ai déjà 50 ans, c'est trop tard. C'est jamais tard. Dès que vous prenez vous-même comme l'objet de préoccupation. Si vous prenez vous comme l'objet de préoccupation, tout va changer. La préoccupation, c'est ma réussite. Parce qu'au travers de ma réussite, je peux aider mes enfants, mon copain. Je serai une autre personne. C'est pour ça qu'on parle de transformation. Et vous m'avez dit que pour vous, ce n'est pas important de voir la transformation des autres. Je ne sais pas, j'ai des doutes par rapport à ça. Parce que nous avons de nos élèves énormément de gens qui ont fait leur transformation. Et il y en a ceux qui ne le font pas. Pourquoi? Ils n'ont même pas ouvert la formation. Ils n'ont pas ouvert. Je vous dis, avec toute la franchise possible, imaginable, vous allez avoir l'opportunité de, comme j'ai dit, brûler le pont. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire ça. Mais d'aller de l'autre côté de la barrière ou pas. Ou pas. C'est l'opportunité. Parce que formation, il y en a partout. De toutes sortes. Formation, je vois tout le temps les gens en train de vous dire achetez cette formation, achetez cette formation. Mais on va au-delà d'un achat de formation. C'est pas pour prendre notre formation, excusez-moi de parler de la formation, mais c'est parce que je vraiment crois à ça. Vous avez 3 ans d'accompagnement. 3 ans d'accompagnement. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça, 3 ans d'accompagnement? Ça veut dire qu'on ne vous lâche pas. On ne vous lâche pas. OK? Mais bon, ce n'était pas ça le sujet, je rentrais dans ce sujet. Et que le modèle alimentaire soit progressif. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous allez changer le modèle alimentaire de quelqu'un, ne pas vouloir changer du tout au tout.
À partir d'aujourd'hui, vous mangez plus rien, vous faites plus ça, vous dormez à 8 heures, vous faites de la... Ça va pas marcher, la personne va lâcher. Rappelez-vous qu'il y a la question comportementale de l'individu. Et c'est pour cela qu'on utilise la théorie qui s'appelle théorie transthéorique du changement, qui est-ce que votre client est en pré-contemplation, en contemplation, en préparation, en action, ou il a eu déjà une chute. Tout ça, évidemment, sera bien expliqué. Mais je vous explique que les choses ne sont pas figées. Ça, c'est une revue qui s'appelle Nature, qui est hyper respectée dans le monde du professionnel de santé. Persistent microbiome alteration modulate the rate of post-diet weight regain. C'est pour montrer que les microbiotes mettent du temps à changer lorsque nous sommes exposés à une alimentation saine. Ce n'est pas parce que ça fait une semaine que la personne mange plus ou moins correcte que la vie va changer. En plus, on a des fenêtres d'opportunité de changer notre microbiote. Vous allez voir ça dans le premier jour, le 24 juin, lundi à 19h29. Quelles sont, Elisa, nos opportunités de changer le microbiote? Je vais vous montrer. Le modèle proposé doit respecter la progression. Ça veut dire quoi ça? Il doit aller en progression. Ok? Doucement, mais continuellement. Et non, on change très peu ou rien. Il y a des choses qu'on peut discuter avec nos clients ou nos patients. Rappelez-vous de la progression du comportement de l'individu qui doit être respecté. Vous voulez un exemple pratique? Vous aurez cet exemple le 26 juin quand je vais vous raconter l'histoire de la représentativité d'une personne qui ça fait des années qu'elle est en surpoids. Elle s'appelle Choucha. Et on aura toute l'historique avec la biochimie, avec des explications très claires pour vous. Qu'est-ce qu'on va discuter demain? Vous me posez cette question. On va discuter comment évaluer le pilier digestif de votre client. On est bien dans les assimilations. Mais Elisa, pourquoi vous parlez tout le temps de digestion? Parce que c'est un pilier déterminant. C'est la porte d'entrée de notre corps. Donc, c'est lui qui va donner le compas, le rythme de maladie ou de santé. Donc, si vous savez évaluer les piliers digestifs, évidemment, je vais vous donner un aperçu de comment évaluer ce pilier digestif. Mais un aperçu qui va vous changer vos idées, ça c'est sûr. On se voit demain, même heure, 19h29. Je vous dis merci, à bientôt et vem comigo.